Mesdames et messieurs, on va commencer la séance de l'après-midi. On a eu déjà 20 minutes de retard, donc on va essayer de rattraper tout ça en raccourcissant en fait donc la pause café tout à l'heure. Ladies and gentlemen, I would like to invite you to take a seat and we can continue our presentation. Aujourd'hui, donc, cet après-midi, on va voir le cas de la République démocratique du Congo. On va aborder tout ce qui est opportunité d'affaires pour ce pays. La session sera en fait modérée par Marion Wantroba. Je pense que je prononce bien le nom. Elle va introduire la séance et nous présentera en fait donc, les panélistes. Ensuite, donc, la pause café. Je disais tout à l'heure, donc, comme on a démarré avec retard, une quinzaine de 20 minutes de retard, donc on va essayer aussi de raccourcir le temps de la pause café. La discussion sera menée dans les deux langues, en français et en anglais, donc vous avez des casques pour suivre convenablement les échanges, que ce soit en anglais, en français, et poser la même question et en même temps poser les questions. Ensuite, après la pause café, ce sera donc un échange sur les opportunités d'affaires au Bénin. Et cette fois-ci, donc, ce sera Inès Van Oldenniel qui va nous conduire, qui va modérer la session. Et bien entendu, en fait, donc, comme hier, on a en fin d'après-midi un matchmaking session qui se retrouvera toujours dans la salle d'en bas, à Zanzibar Room. Donc, si vous avez vos rendez-vous, vérifiez bien. Il y a des hôtesses en fait qui vont vous aider à retrouver les tables et les horaires en fait de votre rendez-vous. Et bien entendu, on finira donc la journée par une réception au rooftop comme hier en soirée. Avant de finir, en fait, avant de donner la parole à Marion, je profite de l'occasion aussi pour vous inviter à vous inscrire pour ceux et celles qui souhaitent participer à la sortie de vendredi matin. Une liste est ouverte. Vous pouvez vous renseigner auprès du secrétariat ici en sortant là où on a pris nos badges hier pour vérifier un petit peu, pour s'inscrire et pour pouvoir participer en fait à cette sortie. Alors, sans trop tarder, Marion, je vous cède la place. Merci. Bonjour et bienvenue à tous. Donc sur cette session, nous vous présentons les opportunités d'affaires et d'investissement en République démocratique du Congo. J'ai l'honneur de modérer ce panel. Donc je suis Marion Gantrova, responsable de programme en énergie et environnement à la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Pour vous présenter les opportunités d'affaires et d'investissement en RDC, je suis accompagnée par un panel d'experts représentatifs du secteur privé et du secteur public. Brièvement, je me permets de les présenter. Donc, Madame Soraya Aziz, responsable communication et partenaire à l'ANSER, l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural. Monsieur Marco Couillou, consultant juridique au sein de l'Agence de régulation de l'électricité. Madame Catherine Mukobo, directrice de l'ACERB, l'Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées. Monsieur Jean-Denis Collin, manager du fonds Electrify. Monsieur Denis Mounoué, responsable des investissements en énergie renouvelable à la Banque africaine de développement. Et monsieur Arnaud Hénin, directeur de Gomir Power Network. Avant de laisser la parole aux panélistes sur la présentation de leurs actions, je me permets d'exposer
les quelques points justifiant le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc la RDC, c'est un pays aussi vaste qu'un continent et qui ne présente aujourd'hui qu'un taux d'électrification nationale inférieur à 20%, dont un taux d'électrification rurale inférieur à 2%. La RDC, c'est également un pays au potentiel hydroélectrique et solaire immense et disposant d'une situation géographique régionale unique, donc intégré à 3 pôles énergétiques différents, celui de la SAP, celui du PEAE et du PEAC, justifié par ces 9 pays voisins. Voici donc autant d'arguments à prendre en considération et justifiant les opportunités d'affaires afférentes. Je donne maintenant la parole à Monsieur Marco Couillou, donc de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité. Marco, je t'en prie. C'est mieux. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je vais brosser un petit peu le cadre du secteur de l'électricité en RDC. Donc depuis juin 2014, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur en RDC et qui organise tout le secteur de l'électricité dans le pays. C'est une loi qui a mis en place le libéralisme dans le secteur, parce que avant la date de 2014, le secteur de l'électricité n'avait qu'un seul acteur national, donc la Société nationale d'électricité. Et donc depuis 2014, c'est un secteur qui est ouvert à tout le monde, d'où notre présence ici. Je ne vais pas revenir sur le taux d'électrification, il est un petit peu controversé, mais la réalité est que c'est un taux qui est très bas par rapport aux défis du pays, par rapport à sa grande population et par rapport à ses ambitions, autant minier que agriculture et ainsi de suite. Donc en RDC, on a 4 grands acteurs institutionnels, donc tous ceux qui veulent investir dans le secteur de l'électricité auront affaire à 3 d'entre eux, si pas aux 4. Donc on a le gouvernement central, évidemment, pour des projets qui sont nationaux ou qui touchent à à 2 ou plusieurs provinces. On a les gouvernements provinciaux pour des projets qui se limitent au territoire d'une province. Et évidemment, on a l'autorité de régulation qui, lui, est là pour organiser le fonctionnement du secteur. C'est un petit peu le policier. Il octroie les titres et s'assure que les standards et normes en matière d'électricité soient respectés par les différents acteurs. On a l'Agence nationale pour l'électrification en milieu rural, représentée par Madame Soraya ici, qui est là pour financer et également promouvoir les projets d'électrification en milieu rural et périurbain. Alors le constat a été fait sur le taux d'électrification, mais la réalité est que la RDC a un très très fort potentiel électrique. En hydroélectrique uniquement, en hydroélectricité uniquement, on a un peu plus de 100 000 mégawatts de disponibles. Donc, on peut bien se rendre compte des enjeux et des possibilités qui s'offrent aux différents investisseurs. À côté de cela,
Évidemment, on a le solaire qui est également très important et également des possibilités dans les éoliennes, biomasse et ainsi de suite. Donc l'ambition du gouvernement actuel, c'est évidemment de porter le taux d'électrification à un peu plus de 95%. Encore une fois, c'est la porte ouverte à tous les investisseurs sérieux et expérimentés à venir montrer de quoi est-ce que on est capable. Et donc, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en RDC est là pour accompagner ces différents investisseurs. Il s'assure que vous ayez les informations adéquates pour vous permettre d'obtenir vos titres pour pouvoir exercer en bonne et due forme en RDC. Une fois que les titres sont là, on s'assure que les prestations sont effectuées en respectant les standards et les normes internationaux, je dirais. C'est sécurité d'abord. Et l'autorité est également là pour régler les différends qui pourraient intervenir entre les différents acteurs, donc entre les opérateurs, entre eux s'il y a des conflits, ou entre les opérateurs et leurs abonnés une fois qu'ils se mettent à opérer. Quelque chose qui pourrait peut-être ou certainement rassurer les différents investisseurs. En RDC, depuis 2016, il y a une législation sur les juridictions administratives et c'est une législation qui pousse autant les autorités administratives que qui est par exemple l'autorité de régulation, que les autres juridictions à motiver leurs décisions. Et donc, on peut se rendre compte qu'il y a du sérieux dans le traitement des demandes. Donc, procédure d'octroi des titres, on va rapidement brosser cela. Les titres sont attribués à des personnes morales, évidemment, et donc depuis l'adhésion de la RDC à l'espace OHADA, les créations d'entreprises se font assez rapidement. Donc, en moins de 2 semaines, on peut mettre en place une société et donc être éligible à demander un titre pour exploiter en RDC. Maintenant, le titre que l'on va demander dépend évidemment de la puissance que l'on veut exploiter, mais également du lieu où cela se fait. Il y a également la possibilité de rentrer en contrat avec l'État pour pouvoir exploiter des infrastructures qui appartiennent à l'État. Du côté de l'autorité de régulation, les délais de traitement sont assez courts comparés à d'autres régulateurs. C'est 30 jours à partir de la réception d'une demande complète. Donc, dès lors qu'on est sûr que tous nos éléments sont prêts et que l'on obtient un accusé de réception de l'autorité de régulation, celle-ci a 30 jours pour émettre son avis. Et c'est cet avis-là qui lira le ministre si jamais c'est un avis qui est positif ou négatif. Et donc, une fois que l'avis positif de l'autorité de régulation a été obtenu par le demandeur, ce sera transmis au ministre ou au gouverneur de province pour des projets qui ne sont que d'envergure provinciale pour ainsi émettre le titre qui va permettre
la construction, l'exploitation du projet en matière d'électricité. Donc une fois que le projet est terminé, à ce moment-là, il faut revenir devant l'autorité de régulation pour qu'il puisse délivrer un certificat de conformité des installations qui ont été mises en place. Et pour cela, il y a une petite procédure à suivre. Alors, qu'est-ce que ça coûte? Parce que je suppose qu'en tant qu'investisseur, la prévisibilité veut que l'on sache plus ou moins quels sont les enjeux financiers. Le gouvernement congolais et l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a pris en cœur d'assurer l'accessibilité des titres. Hein. Donc vous verrez, comparé à d'autres pays, que les prix sont relativement bas. On va par exemple voir que les demandes pour des concessions ou des licences varient entre 4 000 $, donc l'équivalent en francs congolais de 4 000 $, pour une centrale de 5 mégawatts par exemple, et 10 000 $ pour une centrale de plus de 200 mégawatts, et ainsi de suite. Maintenant, donc c'est un petit peu ça. En gros, c'est le fonctionnement de l'institution qui vous accueillera une fois que vous serez là. Vous avez différents sites internet, celui de l'ARE en premier, sur lequel vous trouverez toutes les informations, autant administratives, juridiques que financières, pour vous accompagner dans votre projet d'investissement. Et les différents conseillers sont présents sur place pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. La porte est grande ouverte. Merci. Merci Marco. Donc merci d'avoir rappelé les objectifs ambitieux qui sont portés par le gouvernement sur un horizon proche, et donc avec la mise en place de tout ce que l'on peut faire pour accélérer en fait l'électrification du secteur. Donc tu l'as rappelé, 2 semaines pour créer une société, des partenariats publics-privés qui sont possibles. Et j'aimerais maintenant donc laisser la parole à Soraya de l'Agence d'électrification rurale pour qu'elle également nous explique en quoi les objectifs ambitieux vont pouvoir être atteints et en quoi une accélération du secteur est possible en RDC. Merci beaucoup Marion. Donc je m'appelle Soraya et je suis en charge des partenariats chez ANSER, qui est en réalité l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains. Ça veut dire que c'est un peu plus qu'une simple agence d'électrification rurale, dans ce sens où géographiquement on occupe les milieux ruraux et périurbains, c'est-à-dire les villes ont grandi depuis le temps qu'on avait fait la planification, et il y a des zones autour des villes qui n'ont pas accès au réseau, donc on s'occupe aussi de ces parties-là, et c'est énorme quand on regarde en termes de population. L'ANSER couvre plus ou moins 85% de la population congolaise, c'est pour vous dire que c'est presque tout le pays. Et puis les services énergétiques, ça veut dire que ce n'est pas simplement l'électricité, mais c'est aussi l'énergie, c'est-à-dire l'usage productif de l'électricité, c'est-à-dire les cuissons propres. Nous regardons tout ce secteur-là. Alors, l'ARE, c'est le policier, comme il a dit, et nous, c'est l'hôtesse d'accueil, on va dire. Donc, les barrières qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas assez d'électricité et qui ont conduit à ce faible taux d'électricité, c'est que la première chose, pour ceux qui connaissent la RDC, le pays est très vaste. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait une agence nationale qui fonctionnait plus ou moins comme un service public plutôt que comme une agence. La troisième chose, c'est que le pouvoir d'achat de la population demeure très faible, on va en parler tout à l'heure. Et puis la quatrième chose, c'est que cette agence qui avait le monopole de l'électricité était focalisée sur des grands projets, parce que vous avez sûrement tous entendu parler du projet Inga, par exemple. Moi, j'ai 40 ans, mais il ne faut pas le dire.
Et ça fait 40 ans qu'on entend parler du projet INGA quand même. Donc les études, rien que les études ont déjà coûté près de 4 milliards de dollars. C'est énorme. Et tout ça, ce sont des barrières qui ont fait que le marché de l'électricité ne s'est développé pas. Alors avec la loi que Marco a mentionnée, l'ANSER est venu corriger certains de ces problèmes. Le premier problème qu'on a corrigé, c'est que on ne pouvait pas réduire la taille du pays, je vous rassure, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un plan d'électrification sur les 145 territoires. Le pays est découpé en 145 petits territoires et donc on a créé un plan d'électrification totalement décentralisé et avec la collaboration de l'Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées. Au lieu d'aller sur un barrage comme Inga, on préfère aller sur plusieurs petits micro-barrages. La deuxième chose, pour le pouvoir d'achat et aussi quelque part pour les investisseurs frileux, on a mis en place un fonds d'électrification en milieu rural et périurbain qui s'appelle le fonds Mwinda. Mwinda, ça signifie lumière en lingala. Et ce fonds vient pour booster le marché. D'un côté, il augmente le pouvoir d'achat de la population en accordant des subsides aux ménages. Et d'un côté, c'est un fonds qui est un peu comme une caution pour des de-risking mécanismes pour le secteur privé. Donc, d'un côté, on booste le pouvoir d'achat de la population pour permettre aux entreprises d'aller là où elles ne pouvaient pas aller avant. Et d'un autre côté, on renforce le marché local pour qu'il n'y ait pas seulement les entreprises étrangères et qu'on rate le coach de la libéralisation. Donc, on renforce le pouvoir d'achat. Et voilà. Alors là, à part ça, à part la planification, donc j'ai parlé des 145 territoires, ça c'est une planification jusqu'en 2030. On a segmenté ça année par année et pour l'année 2022-2023, nous avons à peu près 160 projets avec leurs études qui sont prêts à être lancés et pour lesquels nous avons commencé à lancer des dossiers d'appel d'offres que vous pourrez trouver sur notre site anser.gouv.cd. Voilà, merci Catherine. Et voilà. Pour la partie subside, on a besoin au total d'un fonds de plus ou moins 500 millions de dollars aux horizons 2025, mais pour lesquels nous avons trouvé plus ou moins 80 millions pour le renforcement du secteur privé et plus ou moins 100 millions pour l'investissement privé de l'État. Donc, l'argent est là, la planification est là, la loi est là. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des partenaires. Il nous manque deux types de partenaires. D'un côté, les partenaires privés, c'est-à-dire les banques d'investissement, les agences, les organisations d'investissement privées, et les opérateurs du secteur, les gens qui viennent avec les solutions pour investir dans les secteurs. Et c'est pour ça que nous travaillons en très grande collaboration avec l'Agence congolaise des énergies renouvelables et décentralisées. Et d'un autre côté, il nous manque des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale, la BAD avec lesquels nous travaillons déjà, l'Union européenne, qui nous soutiennent dans certains programmes. Donc voilà, je vais repasser la parole à Marion, qui, je suppose, va la passer à nos partenaires. Merci. Oui, ok, merci Soraya. Oui. Pour rebondir sur les actions des partenaires, je fais une petite parenthèse sur les actions de l'Union européenne depuis déjà plusieurs années en RDC. Donc, le régulateur et l'agence ANSER sont des partenaires de choix que l'on accompagne via la facilité d'assistance technique. Donc, Marco en a parlé, le secteur s'est libéralisé en 2014. Les deux agences qui sont donc représentées aujourd'hui par Soraya et par Marco ont été issues de textes réglementaires depuis 2018 et le cadre n'était pas complet. Donc, via la facilité d'assistance technique, on renforce ce cadre réglementaire et on tente de le simplifier. Donc, avec une réglementation en milieu rural qui permettra d'avoir un titre d'exploitation pour toutes les activités possibles et un guichet unique qui sera représenté par l'ANSER. Au-delà de cette assistance technique, il y a également donc des subventions qui sont intervenues depuis le
9e, 10e et 11e FED, donc Fonds européen de développement, sur des projets régionaux. Donc on a parlé d'INGA qui n'a pas fonctionné, mais on a quand même des projets régionaux qui ont fonctionné sous impulsion de l'Union européenne, et je pense aux centrales Ruzizi 1, 2 et aujourd'hui 3 enfin Ruzizi 3 qui est en développement, les autres sont opérationnels, et qui développent des potentiels énormes. Et sur les projets régionaux que nous regardons avec attention, il y aura les futures interconnexions, donc notamment entre l'Ouganda et la RDC, ou la Zambie et la RDC, qui sont autant de projets où l'Union européenne et ses partenaires européens, comme la Banque européenne d'investissement, regardent avec attention. Et enfin, au niveau national, donc Soraya l'a dit, on veut faire monter à bord les banques et les facilités de financement. Donc l'Union européenne ouvrira cette année, pour la fin d'année, et vraiment effective en début d'année prochaine, une fenêtre pays avec notre partenaire Electrify. Et ceci me permet donc de donner la parole à Jean-Denis Collin, qui est le manager responsable du fonds Electrify pour la RDC. Merci Marion. Donc effectivement, en 2 mots, Electrify, qui sommes-nous? Donc j'ai fait une présentation ce matin, mais je vais rapidement résumer qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc Electrify, c'est une initiative commune des 15 banques de développement européennes, donc les 15 DFIs, et l'Union européenne. Ça a été mis en place il y a 6 ans pour combler ce qu'on appelle un funding gap en anglais, donc un manque de financement pour des projets qui sont trop petits ou trop risqués pour les DFIs et pour les financeurs traditionnels, avec un clair focus sur le off-grid, le hors-réseau. Donc en 6 ans, nous avons déployé 100 millions d'euros de capital auprès de 36 sociétés et projets, essentiellement actifs sur le hors-réseau, et essentiellement en Afrique subsaharienne, qui représente 80% des fonds investis jusqu'à présent. Donc nous avons investi 100 millions sur un total disponible de 250 millions d'euros. Ces 250 millions d'euros sont répartis entre une facilité qu'on appelle globale, qui est disponible pour une série de pays sur l'ensemble des continents. Et nous avons également des enveloppes spécifiques à des pays, donc que nous appelons Country Windows. Jusqu'à présent, nous en avons 9. Et effectivement, depuis maintenant quelques mois, nous travaillons avec la délégation de l'Union européenne au Congo pour la mise en place d'une country window spécifique au pays. Donc ce sera un montant de 15 millions. La stratégie est en cours de développement, donc en étroite collaboration avec la Commission et la délégation de l'Union européenne. Ce qu'on peut déjà dire à l'heure actuelle, c'est que le but de cette fenêtre pays, c'est effectivement de collaborer avec les institutions et notamment avec l'ANSER. Donc clairement, nous on travaillera en étroite collaboration, et le déploiement de la country window suivra le travail de planification qui a été fait et qui est en train d'être fait par l'ANSER. Un autre axe de développement, ce sera également de soutenir l'action qui est réalisée par l'Union européenne, notamment dans les aires protégées. C'est quelque chose que nous faisons déjà indirectement via le projet Nourou et dans le parc de la Garamba. Nourou, c'est pour nous le premier investissement au Congo. Là aussi, on a démontré le rôle pionnier d'Electrify, puisqu'on est un des 2 investisseurs initiaux dans le projet, qui est un projet donc initialement d'un mini-réseau de 1 MW dans le Kivu, et maintenant qui s'étend avec d'autres projets dans le pipeline, dont notamment Garamba qui est construit et opérationnel. Un autre axe de développement pour nous au Congo, ce sont les mini-réseaux avec usage productif. À ce sujet, on voit un certain nombre de projets extrêmement intéressants et ambitieux qui sont développés et qui ont pour vocation de ne pas uniquement fournir de l'électricité, mais également des services, que ce soit des services de réfrigération, toute une série de services qui sont de nature à créer de la valeur et à bénéficier aux communautés et aux porteurs à tous les business et à toutes les activités productives
qui sont établis aux alentours du réseau. Donc ça, ce sont selon nous les trois grands axes d'une stratégie qui est en cours d'élaboration avec l'Union européenne. En parallèle, évidemment, nous, on ne peut que souligner tout le potentiel du marché congolais en matière de projets d'énergie renouvelable décentralisés. Nous soutenons évidemment tous les efforts qui sont faits par les délégations de l'Union européenne par rapport à la régulation, parce que c'est clairement, je pense, un des facteurs clés de succès de cette country window. Et de même que les travaux de planification par l'ANSER, qui effectivement sont aussi un facteur de succès. Parfait, merci Jean-Denis. Et pour compléter le tour de table sur les partenaires financiers à RDC, je donne la parole à Denis, qui nous fait l'honneur de représenter la Banque africaine de développement. Donc Denis, s'il te plaît, est-ce que tu peux présenter tes actions en RDC? Merci Marion. Bonjour à tous. Je m'appelle Denis Mounouvé. Je travaille en tant que chargé d'investissement principal à Banque africaine de développement, notamment au sein de l'équipe CFA. CFA, c'est le Fonds spécial pour l'énergie durable en Afrique. Donc pour nous, aux côtés de la BAD, en fait, l'énergie fait partie de 5 prioritaires de la BAD. L'objet pour nous, en fait, c'est de contribuer à l'électrification universelle, d'avoir en fait l'électrification abordable, fiable et mordable pour tous. Donc, on est conscient que le financement public ne suffit pas en fait pour faire cela. Et c'est pour cette raison qu'on a le fonds spécial CFA maintenant qui est focalisé pour catalyser l'investissement privé dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Donc pour nous, en fait, le focus thématique s'est focalisé sur les mini-réseaux verts, notamment l'accès à l'électricité des populations qui sont mal desservies grâce à des systèmes de mini-réseaux. Deuxièmement, on a efficacité énergétique afin d'améliorer en fait l'efficacité des services énergétiques grâce à des cadres favorables et quand même des nouveaux modèles financiers. Et troisièmement, la production à base d'énergie renouvelable. Donc, on a une plus large gamme d'instruments pour faciliter la participation du secteur privé, notamment l'assistance technique qui vise en fait à soutenir tout ce qui est de cadre propice, soit les études de faisabilité ou pour la préparation des projets. Deuxièmement, les financements concessionnaires. On peut parler en fait des dettes concessionnaires, la participation en equity, et le financement sur les bases des résultats. En RDC, on avait financé une étude de marché il y a 2 ans. Cette étude montre qu'il y a à peu près de 61 millions de personnes qui pourraient être servies de mini-réseaux verts. C'est-à-dire qu'il y a à peu près de 10% de la population de RDC c'est seulement 10% qui a l'accès à l'électricité. Seulement 35% dans les milieux urbains et seulement, moins de 2% dans les milieux ruraux. Donc, pour nous, c'est vraiment important en fait de soutenir des modèles qui incluent la participation des secteurs privés. Et pour cela, on a structuré le programme, ce qu'on appelle la GRC Green Mini Grid Financing, de laquelle on suit une approche que le secteur privé met en place leur capitaux propres. On finance avec les dettes concessionnaires, on met aussi les subventions pour catalyser la participation du secteur privé. On a le projet pilote, le projet SOR,
ce qu'on appelle Moipawa, de laquelle on met des fonds concessionnels, notamment dettes concessionnelles, subventions, les garanties pour la demande. Et on voit déjà que le secteur privé est vraiment intéressé en fait d'entrer le marché, de faire le projet et d'abonner à peu près de 2 millions de personnes. Merci. Merci Denis et merci d'avoir parlé autant du secteur privé, ce qui me permet de donner la parole à Catherine, qui représente le secteur privé. Merci Marion, merci à tout le monde en effet. Je représente l'Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées en RDC. C'est la première plateforme congolaise qui réunit en son sein plus de 40 entreprises aujourd'hui qui œuvrent dans les énergies renouvelables en RDC. Nous avons 4 piliers représentés dans l'association. Donc, nous avons tous les acteurs qui font du mini-grid hydro, la petite hydro, la mini-hydro comme la nano-hydro. Ensuite, nous avons les acteurs du photovoltaïque. Ensuite, ceux de la cuisson propre. Et enfin, ceux qui œuvrent avec l'usage productif, dépendamment qu'elle soit à hydro ou qu'elle soit en photovoltaïque. Et je pense que tous ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont mentionné. Je pense qu'aujourd'hui, en RDC, le plus gros pas que le gouvernement ait fait, c'est de prendre en compte les recommandations du secteur privé et principalement des acteurs qui sont sur terrain depuis ces 2 dernières décennies. Les lois ont été faites, elles n'ont pas toutes pris en compte les réalités du terrain, mais aujourd'hui, je peux vous assurer que la voix du secteur privé se fait entendre et même les bailleurs de fonds qui impulsent le gouvernement congolais ont compris l'importance de l'implication du secteur privé. Donc, je pense qu'il est grand temps que nous nous mobilisons comme un secteur fort, même si nous restons en RDC avec un bagage qui est plus ou moins minier, en pensant que le secteur minier est celui qui va développer l'économie de la RDC. Je vous assure que depuis les 3 dernières années et depuis qu'ACERD existe, nous, avec ANSER, avec l'ARE et avec les différents bailleurs de fonds tels que l'Union européenne, nous sommes garantis que l'économie de la RDC, elle est basée sur l'énergie, qu'elle soit hydro, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit de cuisson propre. Donc, il est très important aujourd'hui que le secteur privé, et j'insiste, se mobilise pour enfin contribuer à l'essor de ce secteur qui a, pendant plusieurs années, s'est concentré sur le seul projet qu'il y avait, c'était le projet INGA, et qui a quand même mis de côté les autres potentialités du pays. Nous avons récemment reçu d'ANSER un bon nombre d'appels d'offres auxquels le secteur privé a répondu favorablement et en grande masse. Et il reste certes encore beaucoup d'espace. Et aujourd'hui, nous sommes dans une collaboration, je dirais même super transparente. Il n'y a pas un instant où, que ce soit l'autorité de régulation ou l'ANSER ou même les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, la BAD ou l'Union européenne, n'aient pensé à évoluer dans ce secteur sans prendre en compte une recommandation ou un point de vue du secteur privé. Et pour moi, qui vous représente, je pense que ça, c'est déjà un grand pas vers un climat des affaires qui soit plus propice à l'investissement du secteur privé dans l'économie de la RDC. Nous avons reçu des recommandations du gouvernement pour une électrification à 30% à l'horizon 2025. Je pense que nous pourrons y arriver, mais nous avons le devoir de nous mobiliser aussi et d'accaparer en fait les différents investissements ou les différentes fenêtres qui se présentent à nous. Je pense que le fait qu'il y ait différents types de partenariats aussi qui soient mis à la disposition du secteur privé, ceci démontre combien le gouvernement et les bailleurs de fonds sont disponibles à nous écouter et à aller dans le sens dans lequel nous voulons. Que ce soit un partenariat qui soit à 100% privé, que ce soit un partenariat qui soit en co-funding, que ce soit du result-based financing
ou encore un Power Purchase Agreement, un PPA en fait, nous avons en fait aujourd'hui la latitude de décider et d'investir dans le modèle qui nous correspondrait. Il ne faut pas aussi oublier, et comme Soraya l'a précisé, le pouvoir d'achat de la population congolaise reste très, très, très faible. Et donc, tout investisseur et tout secteur privé que nous sommes, il est important d'avoir des garanties pour s'assurer l'investissement dans lequel nous sommes en train de nous lancer. Et je pense que c'est là que la discussion maintenant devrait commencer pour voir les différents mécanismes que le gouvernement met en place pour s'assurer d'une demande forte, d'une demande qui soit capable d'absorber les différentes technologies que nous leur présentons. Et ce qui a été aussi dit, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire de parler d'un mix énergétique. La RDC est immense et je vous assure qu'il y a de la place pour tout le monde. Peu importe l'espace ou la région dans laquelle vous voulez investir, il y a un potentiel. Il n'y a aucune région de la RDC qui n'a un potentiel hydro ou solaire photovoltaïque pour un investisseur privé. Aujourd'hui, nous avons mis en place aussi, comme Soraya l'a dit, une politique nationale d'énergie, mais il y a aussi des mécanismes et des plateformes qui vous permettent déjà en amont de là où vous êtes de découvrir ou du moins d'avoir une petite idée du potentiel qui existe aujourd'hui en RDC. Cette plateforme, elle est open source, donc elle est disponible à tout le monde. Il suffit juste de regarder et de se dire, tiens, je voudrais apporter telle technologie et donc je pourrais avoir beaucoup plus mon retour dans l'investissement que j'aille soit au nord, au sud ou au centre de la RDC. Le plus important, je pense, et le message que le gouvernement nous lance aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut arrêter de penser que la RDC se limite au Katanga à cause des miniers ou à l'Est parce que nous avons une influence avec nos pays voisins. Il est question ici d'électrifier toute la RDC. Et donc, il y a vraiment possibilité de venir investir et de profiter des mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui, que ce soit par les bailleurs ou par le gouvernement lui-même, pour électrifier la RDC. Merci Marion. Merci Catherine. Donc justement, tu as parlé de mix énergétique, d'usage productif, de développement inclusif. Et nous avons avec nous Arnaud qui représente le secteur privé et qui sur ces différents aspects a un peu d'expérience à nous partager et peut également nous donner sa vision des opportunités d'affaires et d'investissement dans le pays. Merci Marion, bon après-midi à tous. Je suis Arnaud Honin de Gomir et nous on est actifs en RDC depuis 5-6 ans, notamment avec un partenaire congolais avec qui on a établi une joint venture qui s'appelle E-Street. E-Street, je vais expliquer un petit peu la philosophie et la dynamique de leur travail. E-Street, l'idée d'E-Street, c'est en fait d'agglomérer des usages productifs dans une zone desservie par l'énergie renouvelable, notamment solaire, batterie. Mais en fait, avec cette énergie-là, on fournit aussi les services critiques pour le type de business et d'activité économique d'une échelle plus grande. Ça veut dire de l'eau potable, sanitation moderne, services de sécurité, même services logistiques, accès télécom. C'est vraiment des services critiques qu'on s'est rendu compte que tous les business qui s'établissent dans les villes hors réseau, et je dis ville parce que on travaille à Bandaka, qui est une ville de plus d'un million, qui n'a pas de réseau centralisé, n'a pas de fourniture centralisée depuis plusieurs années. Et ça veut dire en fait qu'une grande partie de l'activité économique qui se passait a été arrêtée. On ne savait plus dans la ville. Alors, ils importent beaucoup de nourriture de Kinshasa et c'est malheureusement qu'ils se retrouvent à payer encore plus que presque n'importe où pour les services de base, pour leur nourriture, pour tout ça. Alors là, on voit un potentiel énorme. Justement, c'est avec une ville de million, la demande en soi est très très forte. Et l'e-street, ça permet
On n'essaie pas de connecter les résidents, en fait, c'est vraiment se focaliser sur le productif, sur le commercial, même l'industriel, mais c'est fournir tous les services dans cette zone. L'autre aspect important, c'est bien sûr pour que nos clients, qui sont des business, on commence avec une banque, une boulangerie, on va fournir de la glace, c'est-à-dire de la transformation de l'eau en glace pour des brasseurs et des distributeurs de boissons. Ça veut dire que pour tout que nos clients puissent nous payer, ils doivent aussi avoir un modèle économique. Ça veut dire que le coût de fourniture, on doit baisser le coût parce que les banques qui opèrent couramment dans Mbandaka, dans les autres villes au réseau, quand ils vont dans cette ville-là, ils doivent en fait devenir non seulement un service d'énergie, ils doivent soit prendre des groupes ou du solaire, ils doivent trouver comment fournir l'eau, la sécurité, l'accès télécom. Alors nous, on fait tout ça pour eux, pour les permettre de venir dans les villes comme Mbandaka, où justement il y a le potentiel et les coûts sont très élevés pour ce qu'il y a couramment. L'autre aspect, c'est qu'en fait, en agglomérant toute la demande, on réussit à achever une échelle où ça devient plus économique. Aussi, en restant sur une zone, on réduit les coûts des réseaux. Ça nous permet justement de ne pas devoir tirer des fils et on emmène les clients chez nous. Jusqu'à maintenant, comme j'ai dit, on commence une première phase de la zone avec le soutien du programme Energy Catalyst de la Grande-Bretagne, qui sera d'environ 250 kW. Ça va fournir pompage, purification d'eau, création de glace pour les brasseurs, boulangerie et une banque, et notamment d'autres activités commerciales. La deuxième phase, en fait, vise de soutenir de la création économique locale en termes d'avoir une usine de transformation de poissons. Mbandaka se retrouve en fait sur le fleuve, à la confluence d'une autre rivière, la Roki, est renommée pour son poisson. Mais parce qu'il n'y a pas de chaîne de froid, il n'y a presque pas de poissons qui se retrouvent à Kinshasa, qui est à moins d'1 heure de vol. Et bien sûr, une ville de quinzaine de millions a un besoin énorme en termes de protéines et nourriture. Alors, on voit que c'est un potentiel énorme pour les villes au réseau. Comme j'ai dit, nous, on travaille avec nos partenaires depuis 4-5 ans en RDC. On a la vision que le E-Street, bien sûr, cette première phase va se transformer en deuxième phase, environ 600 kW, 800 quelques kilowattheures de stockage, mais on a une vision d'en fait installer 300 à 500 E-Street sur tout le pays. Même à Mbandaka, avec une ville d'Omion, on vise 5-6 sites. Et avec, en fait, une fois qu'on aura commencé à établir, on créera un réseau de E-Street où on aura une chaîne continue de froid. On parle aussi de comment on peut intégrer cette vision E-Street avec les autres programmes, notamment Essor et Emo E-Power, qui vont faire des plus gros mini-grids, et nous, on servira comme catalyseur de demande et d'activité dans ces communautés. Alors pour nous, on voit un potentiel immense, comme tout le panel a mentionné, et en fait, parce que les coûts sont tellement élevés pour opérer dans ces villes, qu'en fait, c'est une opportunité énorme pour tous les opérateurs de en fait, réduire ces coûts, accéder à la possibilité du pays. Parfait, merci à tous. Donc, il me semble quand même que grâce à ce panel très compétent, qui était très convaincant également, on a balayé un peu tous les aspects des opportunités d'affaires et d'investissement, une accélération, une transparence du secteur, une simplification et une bonne planification, l'implication du secteur privé et des partenariats qui sont possibles, et
un objectif vraiment de développement et de passage à l'échelle sur tous les projets. Avant peut-être de passer aux questions, est-ce que un des panélistes souhaite ajouter quelque chose? Catherine, je t'en prie. Merci Marion. Ce que je voulais rajouter, c'est que nous avons fonctionné en RDC avec un modèle ou un secteur qui a focalisé sur les ménages. Je pense que c'était aussi une grosse erreur. Bon, c'était la politique d'antan, on va pas aujourd'hui la remettre en cause. Et je voudrais ici marteler pour dire qu'il est très important que nous essayons de renverser la donne, dans la mesure où, en écoutant ce que Arnaud venait de dire, et je rappelle qu'Arnaud est membre de l'association, il est important de composer sur l'usage productif afin de permettre à la population congolaise de commencer à générer des revenus plus hauts, afin de lui permettre enfin de consommer cette énergie-là. Mais aussi, l'énergie ou l'électricité, mais aussi c'est de voir comment le secteur privé pourrait réellement s'impliquer dans la petite industrie, l'industrie locale, afin de commencer à avoir des zones économiques importantes en RDC qui pourraient, elles, absorber l'électricité pour ensuite le surplus soit revendu ou soit redonné à la population à un coût raisonnable par rapport à son pouvoir d'achat. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, le modèle que nous avons, c'est que nous estimons que la population est capable d'absorber cette électricité-là et de la payer, mais en fait, sur du long terme, sur du 15 ans ou sur du 20 ans. Si on voudrait avoir un retour plus rapide à l'investissement, c'est de plutôt voir comment créer des industries dans toutes les provinces de la RDC, et ce, avec le gouvernement, afin de nous permettre d'avoir un essor d'un potentiel d'industrie locale et petite, à petite échelle, qui va bien sûr grandir au fur et à mesure que l'électricité sera injectée, parce qu'on a besoin d'électricité justement pour créer des industries, et qui, elle, va en fait, comme un cercle vicieux, rejeter la génération de revenus pour permettre à ce que on ait un pouvoir d'achat ou un taux d'achat qui commence un tout petit peu à grandir. Un autre point, peut-être qui n'a pas été mentionné ici, et je pense que c'est le point que tout le monde connaît depuis quelques années, c'est la collecte de données ou l'existence de données. Aujourd'hui, moi, je vous rassure, quand Marion m'appelle, par exemple, lorsque nous sommes à Kinshasa et qu'elle me demande, Catherine, combien d'opérateurs sont disponibles dans les provinces de la RDC, je suis fière de dire que sur les 26 provinces que nous avons au moins 21 qui sont couvertes par le secteur privé, dépendamment qu'elles soient à usage productif, photovoltaïque ou hydro. Pareil comme avec Jean-Denis qui est venu dernièrement nous voir aussi en RDC, nous avons aujourd'hui la capacité de donner ou de communiquer des données qui sont réelles et qui à l'époque étaient très rares et très difficiles à avoir. Je vois Madame Yeva qui est dans la salle aussi, c'est pareil. Il y a quelques années, elle nous a appelés juste pour avoir une idée de ce que représente le secteur privé en RDC. Et c'est un travail que nous faisons régulièrement avec l'ARE et l'ANSER. Nous communiquons presque chaque semaine, si pas tous les mois, pour être sûr que lorsque les investisseurs arrivent, lorsque les bailleurs de fonds arrivent, nous sommes en mesure aujourd'hui en RDC de leur donner une image du secteur privé en termes de capacité, en termes d'implémentation, en termes d'investissement financier. Et je pense que pour nous aujourd'hui, c'est une grosse fierté parce qu'il y a quelques années, ces informations étaient très rares. Merci. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce qu'elle a dit, mais aussi sur ce que les autres panélistes ont dit. La première chose, c'est que le potentiel, il n'est pas à regarder seulement dans l'avenir, une fois qu'on va mettre le fonds Winda en place et tout ça. Le potentiel existe aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, il y a un déficit énergétique de 800 mégawatts pour la seule ville de Kinshasa. C'est une ville où le revenu moyen par habitant aussi entre 10 et 15 dollars par personne par mois, donc le revenu. Et ça permet assez facilement de couvrir les besoins énergétiques. Donc, la population de Kinshasa n'a pas de problème pour payer l'électricité, elle a un problème pour avoir l'électricité. C'est un déficit de 800 mégawatts. Le secteur minier dans le Katanga a un déficit
de 1 gigawatt, 1000 mégawatts que nous importons aujourd'hui et qui ne sont même pas suffisants. Ça veut dire le potentiel, la demande est là aujourd'hui. Et ce potentiel pour produire, que ce soit le solaire ou l'hydro, existe aujourd'hui. Le potentiel hydroélectrique a été estimé à 1000 100 gigawatts, 100 gigas, et le potentiel solaire à 70 gigawatts. Donc, on a un potentiel, on a une demande solvable, mais on n'a pas d'opérateur pour venir investir. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans la planification que nous avons fait, j'ai parlé tout à l'heure de 145 territoires, il n'y a pas que l'électricité qui a fait une planification des 145 territoires. La République démocratique du Congo est en train d'aller du budget annuel vers un budget programme, c'est-à-dire que plusieurs secteurs du gouvernement ont développé des programmes sur 10 ans, pêche et élevage, agriculture, mines, petites et moyennes entreprises, et on peut, à partir de ces données, projeter la demande sur 10 ans. Il y a le plan d'électrification locaux qui sont sur le site, j'en ai parlé tout à l'heure, qui montre comment cette demande va évoluer. Aujourd'hui, on parle de 800 mégawatts, mais où on sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et on peut voir comment cette demande progresse. J'ai beaucoup aimé quand M. Denis a parlé de... Non, c'était M. Arnaud, je crois, il a parlé de comment l'usage productif de l'électricité dans la pêche. Eh ben, nous, on sait exactement où sont tous les embarcadères et tous les débarcadères, où on aura besoin de chambres froides, où on aura besoin de produire les copeaux de glace, les écailles de glace, comme on dit, pour permettre à l'industrie artisanale de pêcherie de fonctionner. Donc, nous avons ces données, elles existent aujourd'hui, cette demande existe aujourd'hui. Je voulais juste souligner ça. Merci Marion. Oui, et ça me semble un point très important justement dans l'utilisation de l'énergie pour l'usage productif, de partir de la demande et pas de l'offre. Marco, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais insister sur le fait que le gouvernement, à travers l'autorité de régulation, prend très au sérieux les intérêts du secteur privé et des opérateurs. Je crois que dans les calculs tarifaires que nous faisons, on est conscient qu'il y a des éléments fiscaux qu'il faut prendre en compte et qu'il y a par exemple le service d'une éventuelle dette que les opérateurs pourraient devoir prendre en charge. Donc, c'est vraiment un travail en fonction des investisseurs en face, en fonction des sociétés en place pour permettre, comme Soraya le disait, de rencontrer le projet d'électrification des 145 territoires. Excusez-moi, maintenant que Marcos l'a mentionné, le rôle de l'association est d'accompagner ses membres. Et plusieurs fois, les membres me reposent toujours la question de savoir, oui, mais qu'est-ce qu'ACERD peut faire pour nous ou pour moi? Je veux juste rappeler ici, et parfois c'est dommage, et je voudrais que Soraya me back-up là-dessus. En janvier 2022 de cette année, nous avons encore organisé une table ronde en RDC, et c'était malheureux d'apprendre de l'ANAPI, qui est l'Agence nationale pour la promotion des investissements RDC, que chaque année, nous avons entre 50 et 100 entreprises qui investissent en RDC, mais moins de 10% de ces entreprises reçoivent des exonérations. Tout simplement parce qu'elles n'aboutissent pas ou elles n'en font pas la demande. Je ne pense pas qu'aujourd'hui en RDC, ce soit très compliqué d'avoir des exonérations. Même si on n'aura pas l'exonération totale, mais on peut l'avoir pour une période bien donnée et pour un produit bien donné ou pour un investissement bien donné. J'insiste là-dessus parce que plusieurs fois, le DG de l'ANAPI, que nous connaissons tous très bien, nous l'a dit. Il suffit de venir se présenter. Et aujourd'hui, ACERD est en mesure de vous introduire auprès de l'ANAPI parce que, en termes d'électricité et d'énergie, il y a 2 lois qui pourraient vous obtenir des investissements, des exonérations. Si vous n'avez pas pu l'avoir à travers la loi 2014 qui a été mentionnée par l'ARE, qui est la loi de l'électricité, vous avez encore la possibilité de rebondir sur la loi des investissements qui existe en RDC depuis 20 ans.
Et donc, le nombre d'entreprises qui sont capables ou le potentiel qu'il y a pour obtenir des investissements en RDC est réel, comme dit Soraya. Il suffit juste de frapper à la bonne porte, de remplir son dossier, de patienter plus ou moins 30 jours, je pense à 90 jours. Et aujourd'hui, nous avons au sein de notre association des membres qui bénéficient de ces exonérations-là. Donc, c'est parfois aussi un frein aux investisseurs, mais je pense que le pilier électricité et énergie qui tient à cœur au gouvernement aujourd'hui est assez transparent pour permettre aux investisseurs d'avoir des mécanismes qui leur permettent d'évoluer en RDC et de fructifier leurs opérations en RDC. Merci. Merci Marion. Parfait. Inès me dit qu'il nous reste 10 minutes, donc 2 questions. J'en vois déjà une. 2. Allez-y. Allô, oui, Jean Blondel. On est souvent demandé par des gens locaux, Rwanda, Burundi, un peu Congo aussi, mais ce sont des petits gens qui veulent développer un projet. Ce que je remarque, c'est le seuil de l'entrée est tellement petit que les bailleurs, ça ne leur intéresse pas. Je me demande s'il existe un fonds d'études ou de première étape. La première étape, c'est l'étape d'étude, de voir si c'est faisable ou pas. Je ne parle pas des grands projets de 20-30 millions, mais des petits, relativement petits projets. C'est peut-être une question pour les bailleurs ou pour vous, madame. On prend une deuxième question et on répond oui. Merci beaucoup. En fait, je m'appelle Joe. Je suis aussi dans le secteur privé. Je travaille avec TechPower, Engine Plus, basé à l'est de la RDC, qui fournit de l'énergie propre aux communautés non desservies en électricité via des micro-réseaux intelligents. J'ai 2 questions que je vais diriger auprès de l'ARE et aussi auprès de l'ANSER. Vous avez parlé sur la loi 2014 sur la libération du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Alors, ma question serait que il n'y a pas à l'instant un cadre légal sur la régulation du secteur du mini-réseau. Et ça nous cause, nous, dans le secteur privé, à convaincre au fait des investisseurs parce que maintenant, je ne sais pas, ou soit vous allez juste me le faire connaître, quand un investisseur vient, et parfois ce sont des questions qui reviennent et demandent s'il y a en fait une loi ou soit une réglementation vis-à-vis du mini-réseau, en fait, off-grid. La deuxième question serait, je vais l'adresser à Madame Soraya. Ouais, en fait, pourquoi est-ce que l'ANSER a adopté le mécanisme de Result-Based Financing, ça c'est pour le fonds Mwinda, dans les appels à propositions, pendant que le marché des énergies renouvelables est encore nouveau en République démocratique du Congo et les développeurs n'ont pas encore de l'expérience, mais aussi il n'y a pas beaucoup de projets qui sont en fait implémentés. Et c'est là, parfois, ils font face à des difficultés financières d'attirer des investissements financiers aussi. Il n'y a pas d'institution financière fiable qui essaie aussi d'aider en fait le développeur. Alors, je veux savoir, est-ce que cela a été juste un système copier-coller, parce que quand on essaie un peu de voir le modèle du Kenya, du Nigeria, pour essayer un peu de faire monter au fait les entreprises au fait dans les domaines d'énergie locale, on avait utilisé au fait un différent modèle. Alors moi, je veux juste savoir pourquoi est-ce qu'on s'est beaucoup plus fié sur le Result-Based Financing. Merci beaucoup. D'accord, merci. Pour répondre à la première question sur les études, d'abord, il faut savoir que l'ANSER existe depuis un peu moins de 2 ans
Et depuis qu'on est arrivé, la première chose, parce qu'on a la planification dans nos attributions, la première chose que nous avons fait, c'est de réunir toutes les études existantes aujourd'hui et commencer à lancer des appels d'offres par rapport à ces études existantes et puis continuer les études. Ce qui fait que ça exonère les petits investisseurs ou bien les petits opérateurs, enfin petits, mais quand même les plus nombreux et qui donc constituent le gros du secteur privé. C'est un bond en avant. Ils gagnent énormément de temps parce que quand nous lançons les dossiers d'appel d'offres, ils sont extrêmement complets, ils sont jusqu'à la bancabilité avec différents modèles économiques et tout ça. Donc, quand vous lisez un dossier d'appel d'offres, il est tellement complet que le plus souvent, il faut juste vérifier certaines données de manière aléatoire pour confirmer l'étude. Et donc, ce problème qui se posait dans le passé ne se pose pas aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 111 projets pour 2022-2023, 111 projets, tous avec leurs études de faisabilité. Nous venons de lancer les études de faisabilité, de préfaisabilité et de faisabilité déjà pour le portefeuille d'investissement 2023-2024. Nous les lançons maintenant. Donc, je pense que du point de vue des études, c'est là, sera résolu. Joe, vous avez demandé pourquoi on a choisi un modèle RBF. Est-ce que c'est du copier-coller? Non, ce n'est pas du copier-coller. Nous avons fait la planification de l'électrification de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, le Congo est un pays très faiblement peuplé. C'est vrai qu'on est plus de 100 millions d'habitants, mais la densité de la population est très différemment répartie à travers la République. Et donc, il y a des zones où ça ne fait aucun sens aujourd'hui de mettre un mini-réseau. Ça n'a aucun sens. Parce que la population est tellement, comment dire, la densité est faible. OK? Et dans ces zones-là, on détermine par exemple que ce sont des solar home systems qui vont y aller en attendant que ça grandisse. Le processus, l'électrification, on ne considère pas l'électrification comme un acte ponctuel, mais comme un processus. Solar home system, après on avance vers les appliances pour l'usage productif. Après, on va au mini-réseau et après, on fait une interconnexion pour aller dans les grands réseaux. Alors, là où il y a une grande densité de la population, mais un faible pouvoir d'achat, on met le RBF. Mais il y a plusieurs endroits où il n'y a pas de RBF. Il n'y a pas de RBF dans les zones périurbaines, par exemple. Dans les zones rurales elles-mêmes, il y a des zones rurales qui ont un très bon pouvoir d'achat, surtout du côté est, où il y a les activités minières artisanales avec des grandes fermes. De ce côté-là, on ne met pas le RBF. On ne met ni le RBF du côté de l'offre, ni du côté de la demande, c'est-à-dire pas pour les ménages et pas non plus pour les entreprises. On pense que le marché tel qu'il existe aujourd'hui n'a pas besoin d'être dérangé. Par contre, là où nous sommes sûrs qu'aucune entreprise ne va aller investir, tant qu'il n'y a pas d'incentive pour y aller, c'est là que nous allons avec le RBF. J'ai l'avantage de vous connaître personnellement, donc je vais vous partager le plan local d'électrification pour que vous puissiez voir ces différences et peut-être aujourd'hui, au moment du cocktail, je pourrai aller un peu plus en détail avec vous. Mais c'est vraiment pas partout. Avec la cartographie de planification, on peut voir exactement quel type de technologie est adaptée par rapport à tel endroit, l'ensoleillement, l'eau, le pouvoir d'achat de la population, les activités génératrices de revenus de cet endroit-là. Ce sont autant des facteurs qui ont déterminé quel type de modèle économique on devait mettre dans quel... même au sein du même territoire, il y a des endroits où on va avec telle approche et un autre endroit où on va avec une autre approche. Exactement, Soraya, mais je dirais même que c'est déjà disponible sur le site internet de Lancer. Le modèle est disponible. Et à Marco la parole pour donc la régulation sur les mini-réseaux, qui était la première partie de la question. C'est ça. Donc, merci pour la question, Monsieur Joe. Effectivement, il n'y a pas encore de cadre légal spécifique pour les mini-réseaux. Mais on en est très conscient et on est en train d'y travailler, notamment avec l'appui de l'Union européenne actuellement. Et donc, incessamment, il y aura une régulation de ces questions-là également. Mais ça n'empêche pas l'autorité de régulation aujourd'hui de traiter des demandes de ce type-là parce que
on veut être pragmatique sur notamment la question des 145 territoires qui est un objectif vraiment urgent. Et donc, on essaye de rester dans la loi, mais également d'utiliser le pouvoir discrétionnaire que le législateur donne pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc, ne vous inquiétez pas, la question des mini-réseaux est sur la table et de manière très urgente. Merci Marion. Je voulais répondre au monsieur qui avait posé la question par rapport aux associations de petits producteurs et par rapport à leur entrée. C'est une question que moi-même personnellement j'ai posée plusieurs fois et c'était la première question que j'ai posée à la BEI, qui est la Banque européenne d'investissement, en leur disant pourquoi est-ce que vos fenêtres sont toujours des fenêtres de 15 millions, de 20 millions, de 30 millions, pareil avec la BAD et la Banque mondiale. Mais je pense qu'ils l'ont compris et aujourd'hui, déjà l'exemple avec Electrify, il y a d'autres programmes qui offrent des fenêtres qui sont beaucoup plus petites, on va dire, beaucoup plus abordables, si je ne me trompe pas, qui peuvent aller entre 250 000, 500 000 et parfois jusqu'à 2 ou 3 millions. Et ça, on en discute encore avec certains bailleurs de fonds. Nous-mêmes, on commence à apprendre de ces fenêtres-là et de ces programmes. Par contre, il y a quelque chose que moi je recommande toujours, c'est pourquoi ne pas faire des coalitions? Parce que lorsqu'on est seul petit producteur, c'est parfois difficile de capter un investissement. Alors que si l'on se met à 2, à 3 ou à 4, ce que d'ailleurs moi j'ai vu lorsque nous avons commencé l'association, c'est qu'aujourd'hui, les plus grands projets de la Banque mondiale qui sont initiés ou qui ont été initiés par le ministère à travers l'UCM par exemple, ce sont des joint ventures. Vous avez 3 différents, je pense que c'est Gridworks, vous avez trois différents entreprises qui ont décidé de répondre à un appel d'offres unique, mais lorsqu'elles l'ont gagné, chacun a un pourcentage reçoit selon ce qu'il a investi. Donc, je pense qu'on devrait casser la barrière d'individualisme et de voir comment est-ce qu'en groupe, on peut absorber ou capturer des financements, sachant que aujourd'hui, les différents bailleurs de fonds ont bien compris cela et principalement pour la décentralisation en RDC, qu'on ne peut pas avoir des projets limités à 15 ou à 20 millions ou à 40 millions. Ça ne fonctionnera pas. La discussion aujourd'hui avec les agences et le gouvernement, c'est d'avoir par année une dizaine de projets qui soient de 1 million, de 1,5 million, de 5 millions par exemple. Ça nous fait 50 millions par an, mais qui sont repartis par différents programmes ou dans différentes fenêtres. Merci. Pour juste compléter ce que veut dire Catherine, de côté de la BAD, en fait, pour nous, on a parrainé ou bien capitalisé 3 fonds afin en fait de promouvoir l'accès pour les petites enveloppes, si j'ose dire. Donc, on a ce qu'on appelle la FEI, qui est la facilité d'inclusion énergétique, FEI. Deuxièmement, on a le fonds OGEF, qui est la facilité d'accès au réseau. Donc, je suis à votre disposition pour vous donner les coordonnées ou partager plus d'informations après. Merci. Merci. Je voyais une question. Oui, merci beaucoup, Adama Armion de Energy for Impact, Massy Corps. J'avais une question qui, je pense, va un peu en amont de ce que Monsieur Joe a posé. On fait beaucoup d'aides de conseils aux entreprises pour leur levée de fonds et on voit énormément de frustration de la part des développeurs ou des entrepreneurs qui ont accès à un RBF, qui vont avoir traverser toutes ces étapes pour être certifiés, pour vraiment savoir qu'ils auront la subvention après la connexion, mais qui sont toujours dans une situation très délicate pour sécuriser les investissements qui vont leur permettre de construire et de connecter et de pouvoir après avoir débloqué la subvention. Donc, on essaye de négocier avec beaucoup de banques locales des bridge financing ou des dettes pour l'importation des équipements de 6 mois ou 4 mois parfois, mais c'est très difficile. Et même une lettre du RBF scheme souvent ne suffit pas aux banques pour leur permettre de financer. Quand le secteur est trop immature, il n'y a pas eu assez de démonstrations, elles sont vraiment pas confortables, même s'il y a un RBF derrière. Donc souvent, on voit des RBF qui n'arrivent pas à décaisser parce qu'il y a ce blocage
ce goulot d'étranglement en amont sur l'accès au financement pour la construction. Donc, je voulais savoir si vous anticipez qu'il y ait ça. Est-ce que vous avez des relations avec certains bailleurs ou banques locales pour leur donner une forme de garantie ou de confort, une lettre d'intention qui puisse aller appuyer les développeurs qui vont chercher du financement pour pouvoir atteindre la connexion? Merci. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des deux mécanismes, un pour booster le secteur, un pour booster la demande, et donc les ménages et les consommateurs, et un autre pour booster le secteur privé. C'est du côté du secteur privé qu'on peut aller trouver la solution là-bas. Il y a deux possibilités. La première, c'est qu'on vient de mettre en place un fonds qui s'appelle BGFA, c'est un fonds de la Suède, c'est le Beyond the Grid Fund, BGFA, Beyond the Grid Fund, comment for Africa. Voilà. Et donc, à travers ce fonds peut servir de caution au moment où une entreprise va solliciter un emprunt à la banque. Et avec ce fonds, on prend le crédit, on construit, et puis après, on a accès au BGFA, et là, la caution saute. Ou alors, on l'a pas, et donc la caution saute aussi. La deuxième possibilité, c'est dans les modèles de partenariat dont Catherine parlait. J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement congolais, rien que pour cette année, avait mis de côté 72 millions de dollars. C'est pour le cofinancement. Il y a une entreprise, Equatorial Power, qui va construire un réseau, enfin plusieurs mini-réseaux d'une valeur totale de près de 10 millions de dollars. Et donc, la République démocratique du Congo va financer 5 millions et l'entrepreneur va financer les 5 millions de différence. Donc, il y a aussi ce genre de possibilité où, au lieu de prendre les risques 100%, le gouvernement congolais réduit les risques dans une certaine mesure, dans ce cas, jusqu'à 50%. Donc, on a compris que ce problème existe, on l'anticipe, mais on reste ouvert au secteur privé pour qu'il nous explique un peu comment ça s'est passé dans d'autres pays et comment on a réussi à contourner ce problème. Oui, et je demanderais peut-être à Jean-Denis, est-ce que tu veux aussi rebondir? Alors oui, nous, de notre côté, c'est quelque chose qui peut faire partie d'un package de financement, c'est le préfinancement des grants. Donc évidemment, à voir comment le projet est financé dans sa globalité. En général, les RBF ne sont pas suffisants pour financer la totalité du projet, mais donc pour autant que la totalité des coûts d'investissement sont couverts par à la fois de la dette et des fonds propres. Et clairement, c'est quelque chose que nous, on peut inclure, c'est un préfinancement des subsides et des subventions qui sont remboursés, en tout cas cette partie du financement est remboursée au moment du paiement des subventions par le programme en question. Et alors pour le reste du financement, s'il subsiste quelque chose, alors c'est réparti dans le temps et c'est remboursé progressivement avec les cash flows générés par le projet. Peut-être un dernier complément par Arnaud, parce que tu mentionnais justement sur le projet de Banque Daka l'implication d'une des banques. Donc on a quand même un secteur banquier qui est sensibilisé, voire qui finance déjà certains projets. Alors sur Banque Daka, en fait, la banque sera notre client. Alors ils vont justement ouvrir une nouvelle agence dans la ville. Et ce qui était intéressant, c'est en fait, ce client a comme vision d'en ouvrir plusieurs dans le pays. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui voient le potentiel et la demande dans le pays qui existe et qui veulent en fait commencer à investir et à grandir leur présence dans la RDC. Alors, c'est très positif pour nous. On parle déjà ils nous emmènent dans d'autres sites. Et ils nous demandent est-ce qu'on peut en fait fournir des systèmes ou aller avec eux dans d'autres nouveaux sites. Pour nous, c'est un aspect très intéressant de voir que justement, il y a aussi des entreprises privées qui voient le potentiel dans le pays, et notamment dans les villes au réseau couramment. Mais
il reste le problème pour eux, comment fournir l'énergie, comment opérer dans ces endroits. Et dernier complément de réponse par Catherine. En fait, moi, je voulais retourner la question à Jo et à Madame. À qui est destiné le RBF? Pourquoi je pose cette question? En me mettant du côté du secteur privé comme vous, je me dis que nous avons besoin du RBF pour nos opérations et notre investissement. Mais pour avoir signé des partenariats avec l'ANSER, pour avoir travaillé avec les bailleurs de fonds, entre autres la Banque mondiale, Power Africa, sur des questions techniques, pour être allé plusieurs fois au bureau de l'ANAPI par rapport à la promotion des investissements, on m'a aussi un peu fait réfléchir. Le RBF n'est pas destiné aux entreprises. Le RBF, il est destiné aux ménages. Donc, ça veut dire que normalement, un investisseur, il a son business plan sur les 5, sur les 10, sur les 15 prochaines années. Donc, le RBF, en fait, pour lui, c'est une bouffée d'air à un certain moment, mais il ne peut pas compter sur le RBF pour tout son investissement. Donc, oui, il faut qu'on soit d'accord avec ça, parce que toutes les fois où moi je vous représente avec ce discours-là, entre guillemets, je me fais taper sur les doigts parce qu'on me dit, Catherine, non, vous êtes le secteur privé, vous avez choisi d'investir dans les énergies renouvelables, vous avez choisi une région particulière en RDC, vous en avez fait les études, vous en avez fait le business plan, vous êtes allé voir votre banque et vous avez levé vos fonds. Pourquoi est-ce que le RBF aujourd'hui vous étouffe, ou pourquoi est-ce que le RBF devient un problème? Donc, il faudrait plutôt voir le RBF comme une bouée de secours qui nous permet, en fait, d'augmenter la demande. Ce qui, aujourd'hui, est le gros problème de la RDC, parce que le pouvoir d'achat de la population est super, super faible pour lui permettre d'acheter l'électricité ou l'énergie que vous allez lui rapporter. Je prends un exemple, la cuisson propre. Le mbaboula traditionnel que nous avons en RDC, il nous coûte entre 3 et 5 dollars. Mais c'est celui qui est le plus polluant. Nous venons avec un programme qui nous permet ou qui nous demande de protéger nos forêts, qui nous demande de protéger notre écosystème, mais le minimum d'un foyer amélioré, et je vois un des membres qui est là qui pourra me dire, varie entre 7 et 12 dollars. Comment voulez-vous demander à quelqu'un de quitter son 5 dollars habituel pour arriver à 7 dollars? Et donc, l'État congolais vous dit à ce moment-là, moi, je vous demande d'investir pour 7 dollars, mais je vais combler pour ce ménage-là. Et donc, à ce moment-là, nous avons tous fait notre business plan. Nous avons tous réfléchi sur la possibilité d'investir, et mon coût de vente, il est de 7 dollars, il ne va pas changer si je veux rentrer dans mes bénéfices. Donc, pour moi, le RBF, et j'ai malheureusement adopté le concept des bailleurs de fonds et du gouvernement congolais pour dire, nous devons le considérer comme une bouée de respiration, une bouée de sauvetage, et non pas comme une injection dans notre investissement. Sinon, en fait, les entrepreneurs nouveaux, les petits joueurs ou les petits entrepreneurs qui veulent investir en RDC s'accrochent à ce RBF-là, et ça devient maintenant un problème parce qu'il est considéré comme une partie de votre investissement. Il ne devrait pas. Merci. On me demande de clôturer la session. Moi, je voudrais déjà dire merci, si je peux intervenir avant la fin. Oui, je vous en prie. Je suis Asbrook Kadidiatou, je suis du secteur privé. Donc, je confirme ce que la présidente de l'association a signifié dans ses communications. C'est tellement vrai. Mais c'est vrai qu'ils arrivent comme des bouées de sauvetage. Tu peux connaître rapidement une croissance et tout de suite tu arrives à un point d'étouffement. Et il te faudra une façon de t'en sortir pour ne pas perdre les pédales, si je peux l'habiller ainsi. Donc, c'est très bien vu. Par contre, j'ai une question parce que vous avez dit que dans le cas de la RDC, vous avez déjà des projets qui sont étudiés, ficelés et qui sont disponibles. Comment est-ce que le secteur privé peut, sur la base de ces projets-là,
intervenir et participer à la réalisation pratique de ces projets. Parce que la plupart du temps, entre les études et les réalisations, le secteur privé se positionne comme un bras solide. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des cadres pour le secteur privé, pour ceux qui sont membres de l'association, d'avoir accès à ces projets via les financements qui peuvent être disponibles par les fenêtres, ou bien c'est toujours par appel d'offres où vous travaillez pour avoir les moins 10 ans, ou je veux savoir comment ça se passe dans votre cas. Et donc, étape par étape, on a fait la planification, on sait exactement combien de projets sont concernés pour cette année par rapport au financement disponible. On lance l'appel d'offres. Quand on lance l'appel d'offres, moi j'envoie à mon mailing list, mais je transmets à Catherine, qui elle aussi transmet à toutes les associations au Congo et à l'étranger qui font partie de son réseau. Et on reçoit les documents d'appel d'offres, on fait la passation des marchés, l'entreprise qui peut remporter, remporte. Dans certains cas, il est déjà prévu qu'il y aura un RBF, et donc dans le dossier d'appel d'offres, on dit aussi qu'il y a un RBF. Alors, quand le secteur a été libéralisé, on a découpé l'électricité sur 4 segments. Il y a la construction, il y a le transport, il y a le réseau et il y a la commercialisation. Ces 4 segments séparés sur lesquels on peut répondre séparément, même si les documents d'appel d'offres viennent en gros. Et c'est là que je rejoins ce que Mme Catherine a dit, dans la mesure où vous pouvez être 4 entreprises complètement différentes qui vous mettez ensemble pour répondre à un document d'appel d'offres, ou 2, et chacune prend un segment, ou une seule qui prend tous les segments. Alors, pour ce qui est de la construction, vous avez un délai de construction. Pour ce qui est du transport, aujourd'hui, le réseau existant appartient à 100% à la SNEL. Et donc, il faudra faire un joint venture avec la SNEL ou acheter l'espace pour transporter à travers l'ARE. Pour ce qui est de la distribution, vous pouvez juste acheter l'électricité et la revendre. Et donc, à ce moment-là, vous achetez chez Anser, à qui les infrastructures vont appartenir. Ou bien vous pouvez juste faire la commercialisation avec les compteurs prépayés et couvrir cette partie-là pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. On peut continuer à parler après, mais il ne faut pas oublier que l'association ne peut pas jouer le rôle de juge et de partie. N'est garanti un contrat à travers une agence du gouvernement que si vous avez répondu à l'appel d'offres, pas parce que vous êtes membre de la CERD. Par contre, on va dire que c'est un privilège et on espère qu'un jour on pourra arriver à un cadre où on dira il faut absolument être membre de la CERD pour pouvoir participer à certains appels d'offres. Mais le marché pour l'instant, il est vraiment jeune et on ne va pas commencer à faire des barrières dans ce sens-là. Parfait. Merci à tous. Merci pour votre attention. Merci les panélistes. Apparemment, il y a une pause café.